Michael Devé-Verplana, vous êtes photographe et réalisateur et depuis maintenant 30 ans, vous vous consacrez à des projets documentaires qui entrelacent les territoires, les mémoires et les hommes. Dans l'exposition Potosi en sol mineur, issue du livre du même nom, nous descendons dans les profondeurs du Potosi, cette montagne riche, le Cerro Rico, exploitée depuis le XVIe siècle pour ses minerais. On y rencontre des mineurs descendants des Indiens autochtones et leurs compagnes, les Païri, qui trient le minerai sur la montagne. Au détour de ces rencontres surgissent aussi les dieux et les déesses de la mythologie andine, le Tiyo, la Pachamama et les célébrations qui visent à les satisfaire. Pouvez-vous nous raconter un peu la naissance de ce projet? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, l'envie de vous rendre sur place? Alors ça faisait très, très longtemps que j'avais envie de retourner à Potosi. J'y avais été, très jeune, suite à la lecture d'un livre, Les veines ouvertes de l'Amérique latine d'Eduardo Galeano et qui, débute son livre par justement Potosi, l'exploitation des minerais, par les Espagnols dans cette, montagne riche, le Cerro Rico et donc qui expliquait que finalement Potosi était un petit peu le symbole de l'exploitation et du pillage, d'une certaine façon, qu'avaient fait les Espagnols des richesses de tout un continent. Et moi, ça m'avait beaucoup marqué. Et lorsque je suis devenu photojournaliste, c'était une histoire que j'avais très très envie, sur laquelle j'avais très envie de travailler. J'ai mis longtemps avant d'y retourner, puisque j'ai commencé par le Guatemala et puis finalement une histoire en amène une autre et j'y ai vécu presque 20 ans au Guatemala. Et ce n'est qu'après où j'ai décidé enfin de revenir en Bolivie et travailler autour de cette thématique. Vous êtes devant la ville de Potosi. On est sur la montagne du Cerro Rico. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette histoire de la mine, de cette richesse quelles sont les traces sur les hommes peut-être qui y travaillent? C'est une mine qui est toujours en exploitation. Ça fait 5 siècles aujourd'hui que des mineurs travaillent à l'intérieur, dans des conditions épouvantables, dans des conditions extrêmement difficiles et précaires. Alors là, on voit effectivement sur cette photo une ville, une très grande ville, c'est une ville qui a à peu près 200 000 habitants. C'est une des villes les plus hautes et les plus denses au monde. On est à 4000 mètres d'altitude. Il faut savoir que lorsque les Espagnols sont arrivés, c'était un petit hameau d'une dizaine de cases. Et du jour au lendemain, cette ville est née due à la richesse qui sortait du ventre de cette montagne et qui a fait de cette ville, tout d'un coup, une ville extrêmement riche, puisque à l'apogée de l'exploitation par les Espagnols de cette montagne, Potosi était devenu aussi riche, voire plus riche que Londres et Paris. L'exposition nous présente une grande série de portraits de mineurs qui sont photographiés dans les mines de Potosi. Qui sont-ils? Pourquoi les avoir réunis ainsi dans cette exposition? J'avais envie de ce face-à-face entre ces mineurs qui travaillent d'une façon très pénible. Moi, en tant que photojournaliste, je crois que je n'ai jamais autant souffert physiquement que lorsque j'étais sous terre avec les mineurs. Par manque d'oxygène, on est à 4000 mètres, donc il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Quand on rentre à l'intérieur de la montagne, il y en a encore moins. Il y a énormément de vapeur d'arsenic, de poussière. Donc c'est très éprouvant pour le physique. Et j'avais envie qu'il y ait un espèce de face-à-face entre le public et eux. C'est pour ça qu'il y a leur nom, leur âge, parce que je voulais aussi leur rendre leur identité. Ce ne sont pas que des visages, ce sont des personnes à part entière. Et j'ai eu l'envie de faire ces portraits parce que lorsque j'ai commencé ce travail, je les voyais rentrer avec un visage, et lorsque je les voyais sortir, ils étaient absolument méconnaissables. Je ne les reconnaissais pas, tellement la souffrance physique avait changé les traits de leur visage. Et j'avais envie de rendre cela à travers la photographie. Et
Et donc, pour moi, ça avait du sens de mettre toute une série de portraits. S'il n'y en avait eu qu'un, l'effet ne serait pas le même. Là, il y en a une trentaine. Et c'est vrai que de voir des hommes d'âge différents, ça va de 15 ans à 55, je crois, à peu près, ou ceux qui ont plus de 50 ans, on a l'impression qu'ils en ont 20 ou 30 de plus, sachant que les conditions de travail font que la moyenne, l'espérance de vie est de 50 ans chez les mineurs. Mais c'est un espèce de sacrifice, et je pense qu'ils en sont très conscients, qu'ils sacrifient leur vie pour permettre à leurs enfants peut-être d'étudier, d'aller à l'école, et de leur permettre d'espérer une autre vie que la leur. Sachant que la plupart de ces mineurs viennent de la campagne, à plusieurs heures de route de Potosí, des campagnes qui aujourd'hui ne donnent plus assez à manger pour faire vivre une famille. Et donc petit à petit, les hameaux, les villages deviennent des villages fantômes, puisque tout le monde est venu à Potosí pour essayer de survivre et de permettre à leurs enfants d'aller à l'école. C'est une vie qui est très dure. Leur condition de vie est très dure, mais c'est des personnes qui sont extrêmement humaines. Et j'ai rarement vu et entendu des parents aussi conscients de ce qu'ils faisaient. Ils savaient qu'ils se sacrifiaient, ils savaient qu'ils allaient mourir jeunes, mais pour pouvoir offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Et c'est cette dignité que j'avais envie de transmettre à travers tout ce travail. Et justement, par rapport aux conditions de travail dans la mine, vous y êtes entré aussi. Est-ce que vous pourriez nous parler des conditions physiques et peut-être matérielles, techniques pour capter la lumière, prendre en photo ces hommes dans leur travail? Est-ce qu'il y a des façons de faire qui sont particulières, justement? C'est très compliqué de travailler à l'intérieur de la montagne. Il faut savoir que entre la température extérieure et la température dans la montagne, il y a à peu près 50 degrés de différence. Donc, d'une minute à l'autre, il y a 50 degrés de différence, et l'appareil photo n'aime pas beaucoup ça. Donc, j'ai eu d'énormes problèmes techniques, beaucoup d'humidité dans mes appareils. Il y en a un qui s'est totalement désagrégé à force dû à l'humidité, la poussière. Et parfois, il fallait que j'attende des heures avant de faire disparaître cette humidité à l'intérieur du boîtier pour enfin pouvoir prendre des photos. Ça, c'était très compliqué. Ensuite, le plus difficile dans un travail comme celui-ci, c'est finalement générer la confiance avec les gens, avec les hommes, avec les femmes, pour qu'ils t'autorisent à prendre une partie de leur âme. Parce que d'ailleurs, on dit prendre une photo, c'est pas innocent, on prend quelque chose de quelqu'un. Et j'en suis très conscient de ça. Et donc j'ai vraiment besoin, avant de prendre une photo, de me sentir totalement en confiance avec eux, et eux avec moi, pour me sentir à l'aise et pouvoir véritablement échanger et capter quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, mais essayer de capter quelque chose de vrai et comme je le disais tout à l'heure, vraiment une partie de leur âme. Moi, c'est ce qui m'intéressait. J'espère que dans les portraits, on le sent, ça. Quand on pose, il y a vraiment un don de soi. Et je trouve que c'est un joli cadeau qu'ils m'ont fait, cette confiance. Enfin, dans le livre, il y a plus de 40 portraits d'hommes, il y en a une vingtaine de femmes. Et
Et pour moi, ils ont énormément de valeur parce que ce sont des gens qui vraiment se sont offerts à moi, d'une certaine façon. Et c'est pour ça que déjà, dès le premier jour, je leur avais dit que moi, mon souhait premier, c'était de faire un livre et que ce livre revienne sur place. Et dans tous mes travaux, j'ai fait ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours une édition spéciale, gratuite, qui doit revenir sur le lieu sur le lieu où j'ai travaillé. Et pour moi, c'est une évidence. Mon métier n'aurait pas de sens si je ne faisais pas ça. Enfin, si je publiais un livre sans que ce livre ne revienne, ne soit entre les mains de tous ces gens que j'ai photographiés et tous ceux même qui n'apparaissent pas dans le livre, puisqu'on en a distribué à 500 familles de mineurs à Potosi. Vous avez notamment dit dans La Croix, une photographie n'a de valeur que si le chemin parcouru pour l'obtenir a été humainement intéressant. Donc, est-ce que c'est ce chemin-là que vous avez fait avec les mineurs de Potosi et est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails peut-être sur comment ça s'est passé? Pour moi, une photo doit avoir une histoire. Et c'est pour ça que j'aime pas. Moi, je suis pas un photographe de rue. Je ne sais pas prendre une photo de quelqu'un à qui je n'ai pas parlé. C'est pas possible. Je n'y arrive pas. Et donc, effectivement, il y a des photos dans cette exposition qui ont été un long chemin avant de pouvoir prendre des photos parfois intimes. Et c'est ça qui a de la valeur pour moi. C'est tout ce qui s'est passé avant et après. Alors évidemment, le spectateur n'en est pas conscient, même si j'ose espérer que dans la photo, on sent qu'il y a une confiance, une proximité. Mais moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est la photo n'est que l'aboutissement de quelque chose. Et s'il n'y avait pas tout ce chemin parcouru, pour moi, elle n'aurait pas beaucoup d'importance. Enfin, le travail photographique n'aurait pas beaucoup d'importance. Quelle est la place des femmes, du coup, qu'on voit aussi apparaître dans l'exposition, dans ces activités minières, et comment est-ce qu'elles vivent? Comment est-ce que vous les avez rencontrées aussi? Alors, elles ont une place un peu secondaire, puisque théoriquement, elles n'ont pas le droit d'aller travailler à l'intérieur de la mine. Donc, contrairement aux hommes qui peuvent rêver de fortune s'ils trouvent un bon filon, les femmes n'ayant pas le droit de travailler à l'intérieur de la mine n'ont jamais, sont dans l'incapacité de rêver un jour d'aller mieux, financièrement parlant. Beaucoup de ces femmes qui travaillent sur la mine sont des femmes qui sont veuves de mineurs ou des femmes de mineurs abandonnées par leur mari et qui n'ont d'autre choix que de venir travailler sur les flancs de la mine pour être soit païri, c'est-à-dire que c'est elle qui trie le minerai, donc les roches qui ont plus de minerais, elles les mettent d'un côté et les autres de l'autre côté, ou sinon gardiennes de mine, c'est-à-dire qu'elles vivent à l'entrée d'une mine pour en être la gardienne, pour sécuriser le lieu, pour éviter que des voleurs puissent venir soit voler les instruments de travail, soit éventuellement les sacs de minerais entreposés à la sortie de la mine. Les hommes sont sous la terre et les femmes sur la montagne, un peu comme les divinités du Tio et de la Pachamama dans la mythologie andine. Est-ce que cette mythologie est encore très présente chez les mineurs et quel est son rôle dans leur vie quotidienne? Alors effectivement, il y a la Pachamama, c'est considéré comme une entité féminine. Donc la Pachamama, c'est le Cerro Rico, là-bas, donc cette montagne d'argent, et donc qui est considérée comme une femme. Et à l'intérieur de cette mine, puisqu'il y a un dieu dans le ciel, il faut qu'il y en ait un sous terre. Donc c'est pour ça qu'il est souvent, on parle souvent du Tio comme le diable, mais le Tio, le mot Tio vient de l'espagnol Dios, Dieu, mais dans les langues
quechua ou aymara, le D n'existe pas, donc ils prononcent T, donc c'est devenu Tioche, Tio, et donc en fait ça veut dire Dieu, et non pas oncle, comme le nom pourrait le faire croire. Et donc à l'intérieur de la mine, il y a un personnage, un dieu tutélaire, façonné d'argile par les propres mineurs, et qui possède des cornes comme le diable, et un sexe démesuré et en érection, parce que si la Pachamama, la montagne, est une entité féminine, il lui faut un dieu masculin pour, avec son membre, l'ensemencer et qu'elle puisse donner naissance aux minerais. Et c'est pour ça que les mineurs vénèrent ce personnage, lui font des offrandes, des feuilles de coca, de l'alcool, des cigarettes, lui font des prières pour lui demander protection. Et éventuellement, s'il pouvait les aider un petit peu à trouver un bon filon, ce serait pas mal. Et donc il est à la fois craint et c'est considéré comme à la fois, oui, le diable et comme un dieu protecteur. Et c'est lui qui finalement désigne où sont les bons filons. Donc ceux qui trouvent tout d'un coup le bon filon, la bonne veine qui les rendra riches, ils sont assez critiqués au sein du groupe parce on considère qu'ils ont vendu leur âme au diable pour avoir l'information nécessaire et pour trouver ce bon filon. Est-ce que vous voulez nous parler d'une ou deux photos de l'exposition qui vous tiennent particulièrement à cœur, peut-être ? Il y en a une qui me touche beaucoup dans la partie du monde du dessous, qui est un monsieur qui, à un moment, se repose de plusieurs heures de travail, et il est assis à côté du tuyau, justement, un petit tuyau. Et il se trouve que cette photo a fait la couverture du livre, mais il est décédé quelques semaines après avoir pris cette photo de silicose. Et donc c'est vrai que de l'avoir choisi pour en faire la couverture du livre, c'était une façon pour moi de le rendre un peu immortel, ce monsieur, qui m'avait autorisé à le suivre à plusieurs reprises. Et j'ai été très touché par son décès, et je trouvais que c'était pour moi important de le mettre en valeur. Autrement, il y a peut-être le portrait de cette femme, Doña Lucia, qui est une femme, on le voit là sur la photo, avec une très forte personnalité. J'ai passé beaucoup de temps avec cette femme. Elle était gardienne de mine, et avec elle et ses enfants. Et on a beaucoup ri. Et en fait, ces portraits de femmes sont issus finalement d'une peinture du XVIIIe siècle qu'on voit aussi accrochée à côté de son portrait. Donc c'est une reproduction d'une toile du XVIIIe qui représente le Cerro Rico, donc la montagne, comme le corps de la Vierge Marie, avec le portrait de la Vierge au sommet de cette montagne. Et c'est ce qui m'a donné envie, après avoir fait les portraits des hommes, de présenter les femmes comme la Vierge de cette peinture et comme les gardiennes du temple. Et donc il y a toute une série de portraits de femmes devant le Cerro Rico, presque comme une déesse face à cette montagne. Et pour finir, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez actuellement ? Alors depuis quelques années, je travaille à Mayotte, un autre territoire bien différent de celui de Potosi, qui est donc le 101e département français. Un département, alors c'est un petit confetti d'humanité, hein, c'est une toute petite île, mais extrêmement complexe à tous les niveaux. Et ce qui m'intéressait, c'était essayer de comprendre pourquoi, contrairement aux autres îles des Comores, pourquoi ils avaient souhaité rester français,
qu'est-ce que veut dire être français dans un territoire comme celui-ci, où c'est une population noire, musulmane, on n'a pas de racines communes. Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux d'être français? Lors du référendum, ce sont les seuls à avoir souhaité rester français. Et donc c'est toutes ces questions à travers des histoires intimes de famille, de personnages, où on essaye d'y répondre et de comprendre à quoi ressemble ce territoire tellement éloigné de notre réalité. On en a beaucoup parlé récemment puisqu'il y a eu le cyclone Chido. Moi, j'y étais à ce moment-là. Et c'est vrai que c'était un moment où tout le monde a entendu parler de Mayotte. On en parle déjà beaucoup moins, mais c'est un territoire vraiment fascinant, fascinant, complexe, avec des gens extrêmement touchants et avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à développer tout un travail. Donc j'espère qu'en fin d'année, on pourra publier aussi un livre sur ce travail. Merci Mickaël de Weverplana. L'exposition est à la bibliothèque universitaire jusqu'au 30 avril prochain et des visites guidées sont proposées tous les jeudis midi à 12h15. Merci infiniment à vous et merci de nous avoir d'avoir invité tous ces mineurs et toutes ces femmes à partager un petit peu leur quotidien avec vous. Merci infiniment.